Pendant des générations, des familles d'origine germanique ont pris racine dans des terres très éloignées de Berlin. Elles étaient arrivées des siècles auparavant, convoquées par des rois qui cherchaient à peupler des régions vides. Et avec le temps, elles ont construit des villages, érigé des moulins, cultivé des vignobles et fondé des communautés où la langue, la foi et les coutumes étaient les leurs. Elles n'étaient ni des envahisseurs ni des aventuriers, mais des artisans, des fermiers, des pasteurs et des maîtres qui considéraient ces terres comme leur unique foyer. Personne ne contestait leur présence jusqu'à ce que la carte de l'Europe se transforme. Les nouvelles frontières, les nouvelles idéologies et la nouvelle haine ont converti leur origine en péché. Elles furent marginalisées, expulsées, dépouillées sans jugement, et finalement persécutées avec une violence qui effaça leur nom de villages entiers. Leur histoire n'avait plus d'importance, seul leur sang comptait. Mais si elles n'ont jamais été des ennemis, ni des envahisseurs, ni des soldats, pourquoi une punition si brutale s'est-elle abattue sur elles à la fin de la guerre? Pendant des siècles, des millions d'Allemands ont vécu hors des frontières du Reich. Ils étaient en Prusse orientale, en Silésie, dans le corridor de Danzig, en Bohême, en Moravie, dans le Banat, en Transylvanie, en Batchka, en Galicie, dans les pays baltes, en Russie, en Roumanie, en Tchécoslovaquie et en Yougoslavie. Ils n'étaient pas des colons improvisés ni des occupants récents. Dans de nombreux CA, ils y vivaient depuis plus de 7 siècles. C'étaient des paysans, des artisans, des boulangers, des musiciens, des imprimeurs, des religieux, des juristes, des bâtisseurs et des commerçants. C'étaient les Volksdeutsche, des Allemands de souche qui n'avaient pas de passeport allemand, mais qui possédaient une langue, une culture, une religion et des modes de vie germaniques qui les accompagnaient depuis que leurs ancêtres avaient été invités par des rois, des empereurs ou des papes à peupler ces régions dépeuplées ou en crise. Ils formaient une minorité dispersée, intégrée dans de nombreux CA, mais toujours perçue comme étrangère, surtout lorsque les nationalismes commencèrent à gouverner l'Europe et à tracer des frontières là où auparavant il y avait coexistence. La grande majorité d'entre eux s'est établie entre les XIIe et XIVe siècles, lorsque les rois polonais, hongrois et bohémiens les ont convoqués pour revitaliser leurs terres. Ils ont fondé des villages et des villes, introduit le droit germanique, développé des réseaux commerciaux qui ont uni les peuples de l'Est au cœur du continent. Ils étaient sur les rives de la Vistule, du Dniestre, du Danube et de l'Elbe. Dans de nombreuses régions, ils étaient la majorité, dans d'autres une minorité forte, et presque toujours ils contribuaient par une main-d'œuvre qualifiée, une organisation communautaire, une éducation technique et une participation religieuse. Ils ont créé des écoles, des monastères, des imprimeries, des chœurs, des industries, des vignobles, des moulins et des quartiers. Ils ont été bien accueillis par des générations entières, jusqu'à l'arrivée du XXe siècle, et ce qui était auparavant la diversité a commencé à être perçu comme une menace. Avec l'effondrement des empires après la Première Guerre mondiale, tout a changé. Les frontières ont été redessinées. Le nationalisme est devenu un dogme. Des millions d'Allemands se sont retrouvés hors du nouveau Reich et sont devenus du jour au lendemain des étrangers dans leur propre foyer. Ce qui était auparavant une partie de la mosaïque multiethnique de l'Europe centrale est devenu une présence inconfortable. Les puissances victorieuses, réunies à Paris, ont divisé les territoires selon des intérêts stratégiques et non selon des réalités ethniques. Le traité de Versailles a directement affecté les Allemands de l'Est. Le corridor de Danzig a été cédé à la Pologne. La Silésie a été fragmentée. La Prusse orientale est restée isolée du reste de l'Allemagne, et des millions de Volksdeutsche sont tombés sous la juridiction de nouveaux États ou d'États reconfigurés. L'Autriche, réduite à un petit État alpin, a perdu toute sa projection impériale. La Tchécoslovaquie a hérité de régions peuplées par plus de 3 millions d'Allemands, en particulier dans les Sudètes et en Bohême. En Roumanie, les Germains de Transylvanie et du Banat ont été soumis à des autorités qui les percevaient comme des vestiges du passé. La Yougoslavie a absorbé les Souabes du Danube qui avaient peuplé la région depuis le XVIIIe siècle. En Pologne, les Allemands sont devenus la cible d'une politique qui visait la complète polonisation de leur province. Bien que des traités sur les minorités aient été signés sur le papier et l'égalité devant la loi garantie, dans la pratique, cela n'a jamais été respecté. Les Allemands de ces régions ont été dépouillés de leurs propriétés en vertu de lois de réforme agraire, déplacés de leurs emplois publics, exclus de la vie politique.
stigmatisés pour leur langue et leur religion, et marginalisés dans les recensements. Des écoles allemandes ont été fermées, des publications interdites, des politiques d'assimilation forcée encouragées, et la méfiance s'est installée dans chaque recoin. Dans de nombreux CA, il s'agissait de paysans qui savaient à peine lire, complètement étrangers à la politique, mais qui ont commencé à être perçus comme des agents de l'ennemi. Les États naissants craignaient que leur loyauté ne soit du mauvais côté, et alors tous ont été traités de la même manière, comme des suspects. La situation a été particulièrement difficile en Pologne et en Tchécoslovaquie. En Pologne, des centaines de milliers de paysans allemands ont été contraints d'abandonner leurs terres sous pression économique ou légale. Les autorités utilisaient des réformes agraires pour exproprier leurs propriétés et céder ces terres à des Polonais, sous prétexte qu'il s'agissait d'héritages prussiens ou de colonies ennemies. Dans les écoles, les enfants allemands étaient punis pour avoir parlé leur langue et les non-germaniques étaient polonisés de force. En Tchécoslovaquie, le gouvernement de Prague a promu la colonisation tchèque des zones germanophones, installant des fonctionnaires tchèques dans des régions entièrement allemandes et appliquant des politiques linguistiques et éducatives qui réduisaient progressivement la présence culturelle germanique. Tout cela a généré une sensation croissante d'injustice, d'humiliation prolongée et d'isolement au sein de leur propre village. Des associations culturelles et communautaires se sont formées pour tenter de préserver leur identité, mais elles ont été de plus en plus surveillées et réprimées par les autorités locales. À mesure que le nationalisme tchèque, slovaque, hongrois, roumain et polonais se durcissait, la présence allemande a commencé à être perçue comme un corps étranger qui devait disparaître, ou du moins se diluer. En même temps, de l'autre côté, en Allemagne et en Autriche, les partis nationalistes ont commencé à utiliser la situation des Volksdeutsch comme argument politique. Le récit du regroupement et de la protection des Allemands de l'Est a gagné en force, et bien que beaucoup de ces groupes n'aient jamais demandé l'intervention du Reich, ils ont fini par devenir une excuse pour l'expansion. La propagande les a présentés comme des martyrs, comme des victimes d'un monde hostile que seul Berlin pouvait défendre. Certains leaders des minorités ont commencé à coopérer avec cette idée, surtout dans les Sudètes, où le chômage était élevé et la frustration très profonde. Mais la majorité restait prise entre deux feux. D'un côté, l'hostilité des États dans lesquels ils vivaient. De l'autre, la pression d'un régime allemand qui les voulait comme outil. Les années 30 ont intensifié le problème. Les régimes autoritaires d'Europe de l'Est ont augmenté les restrictions. Les gouvernements de Pologne et de Tchécoslovaquie craignaient une cinquième colonne et ont agi avec dureté. Les minorités allemandes ont été placées sous surveillance constante et toute activité culturelle, religieuse ou communautaire a commencé à être perçue comme une menace. Dans de nombreux endroits, les curés luthériens étaient expulsés ou forcés de prêcher dans la langue officielle. Les cimetières germaniques étaient vandalisés et les bibliothèques fermées. La vie quotidienne de ces personnes, qui ne voulaient que travailler et survivre, est devenue un exercice de résistance passive. Le ressentiment s'accumulait en silence. L'idée qu'ils étaient punis pour une guerre qu'ils n'avaient pas causée et pour une politique qu'ils n'avaient pas demandée s'est installée comme une douleur sourde. Le mépris quotidien, la moquerie, la violence symbolique et l'indifférence des autorités ont créé un terreau qui n'avait pas besoin de beaucoup pour éclater. Et quand en 1938 l'annexion des Sudètes et en 1939 l'invasion de la Pologne ont eu lieu, tout a changé à nouveau. La guerre a tout altéré, mais la haine était déjà semée bien avant. Lorsque le conflit a éclaté, les Volksdeutsch se sont retrouvés pris au piège entre deux mondes. Beaucoup ont été utilisés par le régime nazi pour justifier des interventions, d'autres ont été contraints de s'enrôler dans la Waffen-SS, et d'autres ont simplement été abandonnés à leur sort. Les représailles ont commencé avant même la fin de la guerre. Dans certains villages, des Allemands ont été lynchés par des foules, expulsés sans explication, marqués comme des ennemis. Et quand est arrivé 1945, la haine accumulée pendant des décennies a éclaté avec toute sa fureur. Cette haine n'est pas née de rien. Elle s'était préparée lentement, avec des politiques d'exclusion, avec des discours de haine, avec la peur et le nationalisme. Ce ne fut pas seulement une réaction au nazisme, elle était antérieure. Le ressentiment pour les siècles de présence germanique, pour l'économie qu'ils avaient dominée dans certaines régions, pour la culture différente, pour la langue, pour la religion, pour tout ce qui rappelait le passé impérial, fut ce qui a alimenté l'idée que les Allemands devaient payer, quel qu'il soit.
La punition était prête bien avant que le premier fusil soviétique ne soit tiré. Dans l'esprit de beaucoup, le châtiment mérité n'avait pas besoin de distinction. Peu importait que ce fût une femme, un enfant, un vieillard ou un fermier. Il suffisait d'être allemand pour devenir coupable. Et cette logique serait celle qui marquerait les années suivantes, quand il n'y aurait plus rien à détruire et qu'il ne resterait que des personnes. Des personnes nées en Prusse orientale ou dans les Carpates, qui n'avaient jamais mis un pied à Berlin ni participé à aucune guerre. Des personnes qui seraient maintenant arrachées à leur maison, à leur terre, à leur tombe, à leurs souvenirs. Tout cela viendrait après. Mais cela a commencé ici, avec le mépris, avec l'humiliation quotidienne, avec l'idée qu'il fallait effacer l'autre, qu'il fallait se venger non pas d'un régime, mais d'un peuple. À l'automne de 1944, quand l'armée rouge traversa pour la première fois la frontière orientale de l'Allemagne, commença un chapitre d'horreur que peu avaient imaginé possible. La propagande soviétique avait préparé ses troupes avec un message clair, vengeance sans pitié. Sur des affiches, dans des harangues, dans des journaux, des slogans se répétaient appelant à punir les Allemands sans distinction. Les soldats marchaient avec la certitude que chaque femme allemande était un butin, chaque maison un trophée, chaque enfant un rappel de la guerre qu'ils avaient subie. Dans ce climat de haine, la violence ne connut pas de limite. Le premier coup tomba sur la Prusse orientale. Là se trouvait Nemmersdorf, un village agricole tranquille, sans importance militaire, où la majorité étaient des femmes, des enfants et des vieillards. Le 21 octobre 1944, les troupes soviétiques entrèrent dans le village. Ce que les Allemands trouvèrent en reprenant l'endroit quelques jours plus tard devint un symbole de ceux qui allaient venir. Des corps de femmes nues pendaient aux portes des tables, des vieillards gisaient dans les rues avec des signes d'exécution à bout portant, des enfants apparurent écrasés contre les murs, et les maisons étaient pillées. Il y eut des témoignages décrivant comment des groupes entiers de villageois avaient été alignés et fusillés sans explication. L'impact de ce qui s'était passé à Nemmersdorf fut si grand qu'il fut même utilisé dans les actualités de guerre, mais au-delà de la propagande, les faits furent documentés par des témoins neutres, comme des officiers de liaison étrangers qui confirmèrent l'ampleur du massacre. Le schéma se répéta dans d'autres localités de Prusse orientale, de Poméranie et de Silésie. À chaque avancée, la population civile devenait une cible délibérée. Les vieilles femmes, les petites filles, aucune n'était en sécurité. Il y avait des récits de femmes qui, après avoir été attaquées par plusieurs soldats, étaient assassinées d'un coup de grâce ou laissées agonisantes sur les chemins. Dans de nombreux villages, la scène se répétait avec une précision brutale. D'abord le pillage des maisons et des étables, puis les viols, après les assassinats, et finalement l'incendie des habitations pour effacer toute trace. L'arrivée de l'hiver aggrava encore le drame. Des caravanes de civils commencèrent à fuir vers l'ouest, mais elles le faisaient dans des conditions impossibles. Des chariots en bois tirés par des chevaux, des mères portant leurs enfants dans les bras, des vieillards s'appuyant sur des bâtons, des familles qui avançaient sur des chemins couverts de neige, tout en écoutant le grondement des canons derrière elles. Beaucoup de ces colonnes furent attaquées depuis les airs par des avions soviétiques qui mitraillaient les réfugiés sans distinction. Ceux qui tombaient sur la route étaient abandonnés. Il n'y avait pas le temps de s'arrêter, ni la force de traîner des corps gelés. Les témoignages recueillis ensuite par de Zayas montrent à quel point la terreur s'empara de la population. Une femme racontait comment dans son village, les soldats soviétiques étaient entrés en tirant sur tout ce qui bougeait. Son père fut exécuté devant la porte de la maison, sa mère frappée jusqu'à l'inconscience, et elle, âgée d'à peine 16 ans, violée par 4 hommes à la suite. Quand elle recouvra connaissance, elle trouva sa mère morte et son petit frère pendu à une poutre. Ce n'était pas un cas isolé. C'étaient des centaines, des milliers, chaque village avec des histoires similaires, répétées avec une cruauté mécanique. Le chaos était absolu. Il n'y avait pas d'autorités allemandes pour protéger les civils. Les soldats de la Wehrmacht étaient en retraite ou dispersés. Les quelques-uns qui restaient étaient rapidement dépassés. Les villages étaient sans défenseurs, et la population, désarmée et terrorisée, ne pouvait rien faire. Ils se réfugiaient dans des églises, dans des sous-sols, dans des étables, mais la violence les atteignait tout autant. Les soviétiques traînaient les gens sur les places, les forçaient à livrer le peu qu'ils avaient, et après les soumettaient à des abus collectifs.
La terreur n'était pas accidentelle. Elle faisait partie d'un climat encouragé par des ordres et des slogans qui répétaient la nécessité de régler les comptes. Sur les chemins, les convois de réfugiés offraient une image désespérée. Des enfants pleurant de faim, des femmes enceintes qui accouchaient au milieu de la neige, des cadavres abandonnés sur les côtés de la route. Les chevaux mouraient d'épuisement et les chariots étaient laissés derrière, obligeant les familles à marcher pieds nus par des températures inférieures à zéro. L'armée soviétique, au lieu de protéger les civils, les harcelait. De nombreux réfugiés furent obligés de s'arrêter et de livrer leurs affaires, montres, bagues, manteaux, bottes. Quiconque résistait était abattu sur le champ. Les témoignages parlent de corps empilés dans les fossés, d'enfants morts dans les bras de leur mère, de familles entières disparues sans laisser de traces. Des vieillards de 80 ans furent battus à mort, des nonnes violées dans des couvents, des prêtres exécutés dans des églises. Dans certains cas, les victimes furent torturées avec une cruauté qui semblait chercher un spectacle d'humiliation. Les femmes étaient forcées de se déshabiller sur les places publiques et violées en groupe pendant que leurs enfants étaient obligés de regarder. Après, elles étaient abattues et les corps restaient étendus devant les enfants terrorisés. L'hiver de 1945 transforma la fuite en un calvaire encore plus grand. La neige couvrait tout et le froid tuait ceux qui n'avaient pas de vêtements adéquats. Beaucoup de bébés moururent d'hypothermie dans les bras de leur mère, et celle-ci, trop faible pour continuer à marcher, s'effondrait sur les chemins. Ceux qui survivaient se souvenaient pendant des décennies du son des gémissements, des corps gelés dans des positions de douleur, des traces de sang dans la neige. La faim frappait aussi sans pitié. Des familles entières mangeaient des écorces d'arbres ou des racines pour résister un jour de plus. Le désespoir mena à des scènes qui semblaient sorties d'une autre époque, avec des mères offrant leurs filles à des soldats en échange d'un morceau de pain. Les archives de l'armée américaine capturèrent des images et des témoignages qui confirmaient cette tragédie. Des films de l'époque montraient des caravanes interminables de réfugiés avançant sur des routes glacées, des gardes soviétiques surveillant des prisonniers allemands avec des regards de haine, des villages entiers réduits en cendres. Des documents militaires recueillirent les dénonciations de viols massifs et d'exécutions sommaires. Même des observateurs neutres, comme des membres de la Croix-Rouge, rapportèrent des scènes d'horreur, bien que souvent leurs rapports furent archivés sans écho par peur des tensions politiques. La sensation d'abandon était totale. Les civils allemands savaient qu'il n'y avait pas de salut possible. S'ils fuyaient, la neige, la faim ou les balles les atteignaient. S'ils restaient, les soldats soviétiques arrivaient avec leur fardeau de vengeance. Il n'y avait pas de refuge, pas d'autorité à qui s'adresser, pas de protection. L'État allemand s'effondrait et la population civile payait la note. Les villages devinrent des scènes d'horreur, les champs des cimetières improvisés, les chemins des routes de souffrance. Chaque témoignage recueilli parle du même sentiment, la certitude qu'il n'y avait pas d'échappatoire. La terreur avait un objectif symbolique en plus d'être physique. C'était l'inversion totale de la hiérarchie du pouvoir. Le peuple qui avait envahi la Russie en 1941 était maintenant soumis à une punition collective. L'humiliation publique, la destruction des foyers était une forme de message. Cela arrive aux Allemands, à tous, sans exception. Peu importait s'ils étaient des paysans qui n'avaient jamais quitté leur village, s'ils étaient des femmes âgées ou des enfants de 5 ans. L'identité allemande était suffisante pour justifier tout abus. La rudesse de l'hiver, la faim, la violence indiscriminée et l'abandon créèrent une atmosphère qui survécut dans la mémoire collective pendant des générations. Ce qui commença à Nemmersdorf ne fut pas un CA isolé, mais le prélude de ce que des milliers de villages vivraient entre 1944 et 1945. C'était l'enfer à la maison. La guerre n'était plus sur des fronts lointains ni dans des batailles entre soldats, elle était dans les cuisines, dans les étables, dans les églises. Et cet enfer avait un visage unique, celui de l'envahisseur, qui arrivait avec l'ordre de détruire tout ce qui portait un nom allemand. Au milieu de cette obscurité, les témoignages convergent vers une même sensation, la peur absolue. Ce n'était pas une peur passagère ni localisée, c'était une terreur permanente. La conviction que la mort pouvait arriver à tout moment, sous n'importe quelle forme, sans possibilité de résistance. Cette peur, accompagnée de faim, de froid et de violence, devint l'atmosphère quotidienne de millions d'Allemands de l'Est dans les derniers mois de la guerre. Et de cette peur naîtrait l'étape suivante, les expulsions massives et les déportations,
qui transformerait ce qui était déjà un enfer en un désastre encore plus grand. En 1945, alors que la guerre était sur le point de se terminer en Europe, les leaders alliés ont commencé à discuter non seulement de la défaite militaire du Troisième Reich, mais aussi de l'avenir de millions de personnes vivant dans des territoires où les frontières allaient changer pour toujours. Lors des conférences de Yalta d'abord et de Potsdam ensuite, on a parlé ouvertement du transfert des populations allemandes qui résidaient depuis des siècles dans des régions comme la Prusse orientale, la Silésie, les Sudètes, la Hongrie, la Roumanie ou la Yougoslavie. L'idée était présentée dans un langage diplomatique, presque aseptisé, sous le concept que ces expulsions se dérouleraient de manière ordonnée et humaine. Cependant, ce qui a été vécu sur le terrain fut tout le contraire, une gigantesque opération de nettoyage ethnique qui a abouti à des millions de personnes transformées en réfugiés et à un nombre incalculable de morts dans le processus. Le contraste entre CE qui avait été convenu dans les bureaux et la réalité brutale des expulsions fut immédiat. En théorie, il s'agissait d'une mesure destinée à éviter de futures tensions nationalistes, en séparant les populations pour créer des États ethniquement homogènes. En pratique, cela signifia des marches forcées de femmes, d'enfants et de personnes âgées, des camps de transit dans des conditions infrahumaines, des déportations dans des wagons à bestiaux, des exécutions sommaires et un climat d'impunité totale dans lequel les milices locales, souvent avec la complicité des autorités, déversaient leur haine contre les minorités allemandes. En Tchécoslovaquie, où le ressentiment contre les Sudètes était particulièrement fort, les expulsions ont commencé immédiatement. Des milliers de familles ont été contraintes de quitter leur maison avec seulement quelques heures de préavis. Il leur était ordonné de ne prendre qu'un petit bagage, laissant derrière elles maisons, fermes, magasins et biens accumulés pendant des générations. Sous la surveillance de soldats et de milices armées, elles étaient concentrées sur des places puis conduites à pied vers les soi-disant camps de transfert. Là, elles étaient enregistrées, dépouillées du peu qu'elles conservaient encore et retenues pendant des jours ou des semaines dans des conditions de surpeuplement extrême, en attendant d'être embarquées dans des trains qui les conduiraient vers l'Allemagne. Les trains étaient des wagons de marchandises, conçus pour les animaux ou les biens, sans siège ni chauffage, sans eau ni nourriture suffisante. Ils étaient remplis de jusqu'à 80 ou 100 personnes par wagon, fermés à clé, et le voyage pouvait durer plusieurs jours. Pendant le trajet, beaucoup mouraient de faim, de soif, de froid ou de maladie. Les corps étaient jetés aux arrêts, souvent sans aucune cérémonie, tandis que les survivants continuaient leur voyage en silence. Les rapports ultérieurs montrent que des milliers de personnes ont péri dans ces convois, qui se sont multipliés pendant 1945 et 1946, déplaçant des millions de personnes vers une destination incertaine. La Pologne, qui avait reçu de grands territoires de l'Est allemand, fut un autre scénario central des expulsions. Là, les autorités locales ont organisé des marches massives au cours desquelles des villages entiers étaient contraints de marcher vers la frontière sous la surveillance de soldats armés. Les colonnes s'étendaient sur des kilomètres, et ceux qui restaient en arrière, que ce soit par faiblesse ou maladie, étaient exécutés sur le champ. Sur les chemins restaient des corps abandonnés, et les survivants avançaient avec la certitude qu'ils pouvaient être les prochains. De nombreux témoignages recueillis par la suite décrivent le désespoir des mères qui tentaient de maintenir leurs enfants en vie au milieu du froid et du manque de nourriture, recourant à mendier un peu d'eau ou à partager des miettes de pain dur. En Hongrie et en Roumanie, la situation n'était pas différente. Là, où les communautés allemandes avaient vécu pendant des siècles, l'hostilité a éclaté avec force. Les propriétés ont été confisquées, les familles expulsées et envoyées dans des camps de transit. Dans certains CA, les expulsions ont été faites en coordination avec les troupes soviétiques, qui n'hésitaient pas à recruter les hommes pour des travaux forcés dans des mines ou des usines de l'Union soviétique. Beaucoup de ces déportés ne sont jamais revenus. En Yougoslavie, les milices partisanes ont entrepris une répression particulièrement sanglante. Les Allemands du Banat ont été persécutés, leurs biens confisqués, et des milliers ont été assassinés lors d'exécutions collectives. Ceux qui ont survécu ont été internés dans des camps où la faim, les maladies et les mauvais traitements ont fait des ravages. Les soi-disant camps de transfert sont devenus des centres de souffrance. Ils étaient installés dans d'anciennes usines, des étables, des baraquements ou de simples enclos à ciel ouvert. Le surpeuplement était extrême, la nourriture rare et l'hygiène inexistante.
Les épidémies se propageaient rapidement et ceux qui tombèrent malades recevaient rarement des soins médicaux. Les femmes étaient vulnérables aux abus de la part des gardes et des miliciens, tandis que les hommes étaient battus ou exécutés sous des accusations arbitraires de collaboration avec le nazisme. Des témoignages ultérieurs décrivent des scènes de mères qui voyaient leurs enfants mourir de diarrhée ou de fièvre sans pouvoir rien faire, de familles séparées de force, de pillages systématiques qui laissaient les gens avec les vêtements qu'ils portaient. La brutalité ne se limitait pas à la privation. Il y a eu des exécutions sommaires dans des villages entiers, en guise de représailles collectives. En Tchécoslovaquie, des épisodes ont été documentés où les Allemands étaient rassemblés dans des granges et fusillés, ou jetés dans des fosses communes creusées à l'avance. En Pologne, de nombreux prisonniers ont été contraints de creuser des tranchées qui sont ensuite devenues leurs propres tombes. L'impunité était totale. Les milices locales agissaient avec le soutien tacite des autorités qui considéraient ces actions comme faisant partie du règlement de comptes historiques. Les témoignages de survivants relatent l'expérience de marcher des kilomètres sous escorte, affamés et assoiffés, sans savoir s'ils arriveraient vivants à destination. Certains racontent comment les gardes tirèrent sur ceux qui tentaient de recueillir un peu d'eau des ruisseaux, ou comment ils les forçaient à marcher pieds nus au milieu de la neige. La peur était permanente. Chaque jour pouvait se terminer par une exécution ou par la séparation définitive de la famille. Les effets personnels étaient pillés encore et encore, jusqu'à ce que la seule chose qui restait soit les vêtements qu'ils portaient. Les documents de l'époque, y compris les rapports de la Croix-Rouge et les registres des autorités militaires, montrent que le nombre de morts pendant les expulsions fut immense. Bien que les chiffres exacts varient, on parle de centaines de milliers qui n'ont pas survécu au transfert, aux marches et aux camps. À cela s'ajoutent des millions qui ont perdu leur foyer, leur propriété et leur communauté pour toujours. Ce qui avait été officiellement décrit comme un transfert contrôlé s'est transformé en une catastrophe humaine de dimension colossale. En Tchécoslovaquie en particulier, les chiffres sont effrayants. Près de 3 millions d'Allemands des Sudètes ont été expulsés en quelques mois. En Pologne, des millions d'autres ont été déplacés de Silésie, de Poméranie et de Prusse orientale. En Hongrie, en Roumanie et en Yougoslavie, bien que dans une moindre mesure, les communautés allemandes ont également été pratiquement éliminées. L'ampleur du processus était sans précédent dans l'histoire européenne moderne. C'était le plus grand déplacement forcé jusqu'à ce moment-là. Le discours de « ordonné et humain » est resté une cruelle ironie face à ce qui s'est réellement passé. Pour ceux qui l'ont vécu, il n'y a eu ni ordre ni humanité, seulement la faim, le froid, la peur et la mort. Les images de colonnes interminables de déplacés, de corps abandonnés sur les bas-côtés, se sont gravées à jamais dans la mémoire de ceux qui ont survécu. Chaque témoignage recueilli par De Zayas confirme cette réalité. Ce qui a été présenté comme une mesure politique s'est avéré être un acte de nettoyage ethnique exécuté avec une violence impitoyable. Lorsque les trains, les marches et les interminables colonnes humaines ont finalement traversé ce qui restait de l'Allemagne, ce qui attendait les expulsés n'était ni refuge ni soulagement, mais une autre forme de souffrance. Le pays était en ruine, les villes réduites en décombres par les bombardements, des millions de personnes luttèrent déjà pour survivre, et il n'y avait pas assez d'espace, de nourriture ou de toit pour accueillir ceux qui arrivaient épuisés après des semaines de faim, de froid et de violence. Pour ceux qui avaient enduré l'expulsion, ce destin ne signifiait pas la fin de la punition, mais le début d'une vie marquée par la misère, la marginalisation et l'oubli. En Allemagne de l'Ouest et aussi en Allemagne de l'Est, l'arrivée de millions de réfugiés a représenté un défi sans précédent. C'étaient des paysans, des artisans, des commerçants, des familles entières qui avaient été dépossédées de tout et qui apparaissaient soudain dans des villages ou des villes détruites, demandant de l'aide dans un pays qui pouvait à peine subvenir aux besoins de ses propres habitants. Dans de nombreux cas, il n'y avait pas de maisons, seulement des ruines, et les nouveaux arrivants devaient s'installer dans des sous-sols semi-détruits, dans des baraquements improvisés ou dans des étables. Souvent, plusieurs familles étaient contraintes de partager une seule pièce, dormant à même le sol, se relayant pour utiliser un lit, cuisinant sur des foyers faits de briques et de ferraille. La faim fut une autre constante. Les systèmes d'approvisionnement étaient effondrés, le rationnement affectait toute la population et les expulsés arrivaient sans réserve, sans terres à cultiver et sans contacts locaux pour les aider.
Ils dépendaient entièrement des cartes de rationnement qui leur étaient souvent livrées en retard ou en moindre quantité que les autres. Il n'était pas rare qu'ils passent des jours entiers avec à peine un quignon de pain dur ou une soupe claire. Les enfants souffraient de malnutrition chronique et les maladies se propageaient rapidement dans ces conditions. Le rejet de la population locale aggravait la situation. Pour de nombreux Allemands qui avaient enduré des années de bombardements, de faim et de pertes, les nouveaux arrivants étaient des intrus qui venaient leur disputer le peu qui restait. On les appelait dédaigneusement ceux du dehors ou ceux de l'Est, et ils étaient souvent traités comme des citoyens de seconde zone, suspects, étrangers dans leur propre pays. Il y eut des villages où il était interdit aux expulsés d'utiliser les puits communautaires, les marchés ou les écoles, et il ne manqua pas de CA où on les blâmait pour les malheurs récents, comme s'ils étaient porteurs de la défaite ou des rappels inconfortables du passé immédiat. Dans la zone orientale, sous contrôle soviétique, la situation ne fut pas meilleure. Là, les expulsés furent également logés dans des conditions précaires, et beaucoup furent contraints de travailler dans des fermes collectives ou à la reconstruction d'usines détruites. Ils n'avaient pas le choix, accepter des travaux durs et mal rémunérés ou simplement mourir de faim. La misère était partagée par toute la population, mais les expulsés partèrent d'une position encore plus désavantageuse, car ils n'avaient ni réseaux familiaux, ni propriétés, ni droits reconnus. C'était une masse déplacée, dépossédée de son identité, regardée avec méfiance. Avec le temps, les autorités ont tenté d'organiser la distribution des millions de personnes, les envoyant vers des régions agricoles qui avaient besoin de main-d'œuvre ou vers des zones industrielles en reconstruction. Cependant, cela ne résolvait pas le problème du rejet. Dans les écoles, les enfants expulsés étaient ridiculisés pour leur accent ou leurs vêtements déchirés, et beaucoup abandonnèrent leurs études avant l'heure. Les adultes, même s'ils étaient des enseignants, des commerçants ou des artisans qualifiés, pouvaient rarement exercer leur profession et se voyaient relégués à des travaux manuels pénibles. L'intégration fut lente, pleine d'obstacles et marquée par une stigmatisation difficile à effacer. Le silence imposé par les puissances alliées a aggravé cet isolement. Ce qui était arrivé aux Allemands expulsés n'était mentionné ni dans les médias, ni dans les rapports officiels, ni dans les discours publics. C'était un sujet inconfortable, car le récit dominant était celui de la punition du nazisme et de la reconstruction de l'Europe sur de nouvelles bases. Reconnaître la souffrance de millions d'Allemands ne cadrait pas avec cette vision. Et pendant des décennies, l'expérience des expulsés fut délibérément ignorée. Les témoignages furent relégués à la mémoire familiale, racontés à voix basse dans les maisons, transmis de parents à enfants, mais jamais reconnus publiquement. En Allemagne de l'Ouest, où le nouvel État fut consolidé avec le soutien des États-Unis et de leurs alliés, le silence fut aussi une politique de stabilité. Le gouvernement avait besoin de s'intégrer à l'Occident, d'avancer dans la reconstruction économique et de laisser la guerre derrière lui. Parler trop du sort des réfugiés de l'Est pouvait générer des tensions avec les pays voisins, désormais alliés stratégiques. C'est pourquoi, bien que des organisations d'expulsés aient tenté de rendre leur situation visible, on ne leur donna guère de place dans la politique nationale. Dans les années 50 et 60, tandis que le miracle économique transformait l'Allemagne, des millions d'expulsés continuaient à vivre dans des conditions de pauvreté ou dans des camps de réfugiés qui sont restés actifs beaucoup plus longtemps que la mémoire officielle n'a voulu s'en souvenir. En Allemagne de l'Est, le sujet fut effacé avec encore plus de dureté. Le régime communiste présentait l'expulsion comme un acte de justice historique et comme une étape nécessaire pour la paix avec la Pologne et la Tchécoslovaquie. Les expulsés étaient obligés de se taire, de ne pas mentionner leurs origines, de renoncer même à leur identité culturelle. Parler de perte, de souffrance, d'injustice était considéré comme une trahison du socialisme. Le silence devint la norme, et les générations grandirent avec l'ordre d'oublier ce qui s'était passé. Les conséquences psychologiques furent profondes. Des millions de personnes furent marquées par un traumatisme collectif qui trouvait rarement l'espace pour s'exprimer. La sensation d'avoir été victime, mais en même temps obligée de se taire, créa un sentiment de déracinement qui persista pendant des décennies. De nombreuses familles ne reparlèrent jamais de leur lieu d'origine, gardant cartes et photos dans des boîtes cachées, comme si c'était des preuves d'une vie qui n'existait pas officiellement. Les enfants et petits-enfants de ces expulsés grandirent sans connaître l'histoire complète, mais ressentant le poids d'un passé que l'on devinait douloureux et que l'on disait rarement à voix haute,
La marginalisation s'est également exprimée en termes légaux et matériels. Pendant des années, les expulsés n'ont pas reçu de compensation réelle pour les propriétés perdues. Leurs maisons, terres et commerces sont restés entre les mains d'autres, et les réclamations ont été ignorées ou écartées comme politiquement gênantes. En Allemagne de l'Ouest, certaines aides sont arrivées lentement, mais n'ont jamais équivalu à ce qui avait été perdu. À l'Est, les réclamations étaient tout simplement impossibles. Ainsi, la pauvreté et l'exclusion se sont perpétuées dans de nombreuses familles pendant des générations. Et pourtant, malgré tout, l'intégration a progressé, bien que de manière inégale. Avec le temps, les enfants des expulsés ont grandi, étudié, travaillé et se sont peu à peu mêlés à la vie du pays. Beaucoup se sont mariés avec des locaux et les différences se sont estompées. La prospérité de l'Allemagne de l'Ouest dans les années 60 et 70 a allégé la misère matérielle, bien qu'elle n'ait pas effacé le souvenir du rejet initial. À l'Est, l'assimilation fut plus forcée, mais aussi inévitable. Le résultat fut que les communautés allemandes de l'Est disparurent en tant que telles, absorbées dans la vie d'une Allemagne divisée puis réunifiée, où leurs histoires furent réduites à des notes en marge. L'épilogue de cette tragédie est qu'encore aujourd'hui de nombreux descendants de CS expulsés ne sont toujours pas pleinement reconnus comme des victimes. La mémoire de leurs souffrances n'occupe pas une place centrale dans le récit européen de l'après-guerre, éclipsé par d'autres récits relégués au second plan. Leurs témoignages sont recueillis dans des associations, dans des publications spécialisées, lors d'actes commémoratifs limités, mais ils n'ont pas reçu l'attention qu'ils méritent. Le traumatisme collectif est toujours là, hérité de génération en génération, rappelant que des millions de personnes furent dépossédées de leur terre natale, puis condamnées au silence. L'absence de justice est évidente. Les responsables des expulsions, des camps de transit, des marches forcées ont rarement eu à en subir les conséquences. Les États impliqués ont construit leur légitimité sur le résultat de ces expulsions et aucun tribunal international ne les a remis en question. Les expulsés sont restés piégés dans un paradoxe. Ils furent victimes de crimes massifs, mais en raison de leur nationalité et du contexte historique de la guerre, on leur a refusé pendant des décennies le droit d'être considérés comme tels. Cette négation de la mémoire est peut-être la forme la plus cruelle de prolonger la souffrance. Il ne suffisait pas de perdre la maison, la terre, la langue et la communauté. On leur a aussi arraché la possibilité de raconter leur histoire en public et d'être reconnus comme faisant partie de la tragédie européenne du XXe siècle. Aujourd'hui, alors qu'il ne reste que les derniers témoins directs, la tâche de se souvenir devient encore plus urgente. Leurs voix, leurs récits, leurs documents sont la seule garantie qu'ils ne seront pas réduits à une statistique diffuse ou à une note de bas de page dans l'histoire. L'appel final est clair. Il ne s'agit ni de justifier ni de minimiser ceux que d'autres ont souffert pendant la guerre, mais de reconnaître que ces personnes aussi furent des victimes et que la douleur ne peut être mesurée selon la nationalité. Leur refuser cette reconnaissance, c'est répéter l'injustice. La misère, le rejet, le silence et le déshonneur qui ont marqué leur vie sont une partie inséparable de l'histoire européenne, et l'ignorer ne fait que perpétuer la division. Se souvenir des expulsés ne signifie pas effacer d'autres mémoires, mais rendre justice à ceux qui, pendant trop longtemps, ont été oubliés de tous.